On va faire une petite expérience tout de suite. Imaginez que je vous enlève votre téléphone, là maintenant. Je coupe Internet, j'éteins la télé, je ferme la porte à clé et je vous laisse seul dans une pièce vide. Juste vous et vos pensées. Pour combien de temps est-ce que vous pensez pouvoir tenir avant de ressentir cette petite boule d'angoisse dans l'estomac? 1 heure, 20 minutes? Pour la majorité d'entre nous, c'est moins de 5 minutes. C'est effrayant quand on y pense, mais nous sommes devenus une génération terrifiée par sa propre compagnie. On vit dans une société qui nous a conditionnés à croire que si on est seul un vendredi soir, c'est qu'on a raté sa vie, qu'on est bizarre ou qu'on n'est pas assez intéressant pour être aimé. On associe immédiatement la solitude à l'échec social. On remplit chaque seconde de silence avec du bruit, des notifications, des podcasts ou des présences à moitié désirées, juste pour éviter d'affronter le vide. Mais voici la réalité brutale que Renuka Gavrani nous jette au visage dans The Art of Being Alone. Si vous ne savez pas être heureux tout seul, vous ne serez jamais heureux avec quelqu'un d'autre, jamais. Parce que vous n'utiliserez pas les autres pour partager votre bonheur, mais pour combler votre vide. Vous utiliserez les gens comme des pansements. Et le problème, c'est que personne n'a envie d'être un pansement. Ce livre n'est pas un guide pour devenir un ermite qui vit dans une grotte. C'est un manuel de survie pour transformer votre plus grande peur, la solitude, en votre plus grande force, la solitude choisie. Il y a une différence fondamentale entre être seul et se sentir seul. L'un est un état physique, l'autre est une douleur émotionnelle. Et la promesse ici, c'est de vous apprendre à passer de l'un à l'autre, de transformer cette douleur en puissance. Parce que la vérité, c'est que la relation la plus longue, la plus complexe et la plus vitale que vous aurez jamais, c'est celle avec vous-même. Alors, comment on arrête de fuir sa propre tête? Pour comprendre ça, il faut plonger dans la première grande idée du livre, qui est un changement de perspective radical sur ce que signifie vraiment être seul. Renuka raconte qu'elle a passé une grande partie de sa vie à se sentir comme une perdante. Elle voyait des groupes d'amis rire dans les cafés, elle voyait les stories Instagram de soirées où elle n'était pas invitée, et elle se disait « Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Elle pensait que sa valeur en tant qu'humaine était mesurée par le nombre de messages qu'elle recevait par jour. C'est le piège classique. On a été éduqué avec l'idée que le bonheur vient de l'extérieur. Si je suis triste, j'appelle un ami. Si je m'ennuie, je scrolle sur TikTok. Si je me sens vide, je cherche une relation amoureuse. On externalise constamment la solution à nos problèmes internes. Le déclic pour Renuka s'est produit quand elle a réalisé qu'elle était accro à la validation. Elle ne cherchait pas des amis, elle cherchait des miroirs qui lui renvoyaient une image positive d'elle-même. C'est là qu'elle introduit cette distinction cruciale. La solitude subie, loneliness, c'est la pauvreté de soi, alors que la solitude choisie, solitude, c'est la richesse de soi. C'est une nuance qui change tout. Quand vous souffrez d'être seul, c'est parce que vous attendez que le monde vienne vous divertir. Vous êtes passif, vous êtes dans la salle d'attente de votre propre vie, en espérant que quelqu'un vienne vous sauver de l'ennui. Mais quand vous basculez dans la solitude choisie, vous devenez actif. Vous réalisez que vous êtes une personne complète, pas une moitié d'orange qui cherche son autre moitié. Imaginez un instant, vous êtes chez vous, il n'y a personne, et au lieu de paniquer et d'allumer Netflix par réflexe, vous ressentez une paix immense. Vous réalisez que vous êtes libre. Libre de faire ce que vous voulez, de manger ce que vous voulez, de penser ce que vous voulez, sans avoir à gérer l'humeur ou le jugement de qui que ce soit. C'est ça, le super pouvoir. Renuka explique que la plupart de nos souffrances viennent du fait qu'on essaie de rentrer dans des moules pour plaire aux autres. On porte des masques toute la journée, au travail, avec nos amis, même avec notre famille. On adapte notre personnalité pour être accepté. La solitude est le seul moment où le masque tombe. C'est le seul moment où vous pouvez rencontrer la personne que vous êtes vraiment, sans performance, sans filtre. Et c'est pour ça que ça fait peur au début, parce qu'on ne se connaît pas. On est des étrangers pour nous-mêmes. On passe plus de temps à étudier la vie des célébrités ou de nos ex qu'à étudier notre propre esprit. Mais attendez, parce que c'est là qu'arrive le twist, la deuxième grande idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous raconte sur le développement personnel social. On nous dit souvent que l'homme est un animal social et qu'on a besoin des autres pour grandir. C'est vrai, mais Renuka pose une idée qui dérange. Vous ne pouvez pas grandir si vous êtes constamment entouré. Pourquoi? Parce que l'influence des autres est une drogue douce qui dilue votre propre voix. C'est ce qu'elle appelle le bruit de fond. Quand vous êtes toujours avec des gens, vous adoptez leurs opinions, leurs goûts, leurs peurs.
Vous devenez une moyenne des 5 personnes que vous fréquentez, comme le dit le dicton, mais du coup, qui êtes-vous vraiment? L'auteur nous met au défi avec un concept fascinant, le solo date ou le rendez-vous avec soi-même. Mais attention, ce n'est pas juste aller au cinéma tout seul pour s'apitoyer sur son sort en mangeant du pop-corn. Non, c'est un acte de rébellion. La société nous a appris que faire des choses seules en public est triste. Aller au restaurant seul, les gens vont penser que vous n'avez pas d'amis. Aller au musée seul, c'est bizarre. Renuka dit, au diable tout ça. Elle explique que tant que vous n'êtes pas capable d'emmener votre propre personne en rendez-vous et de kiffer le moment, vous resterez un mendiant émotionnel. C'est fort comme terme, mais c'est juste. Si vous avez besoin de quelqu'un pour valider qu'un repas est bon ou qu'un film est drôle, vous ne vivez pas l'expérience, vous la performez. Le vrai piège ici, c'est de croire que s'isoler, c'est se couper du monde. En fait, c'est l'inverse. C'est en s'isolant, temporairement, qu'on apprend à mieux se connecter au monde ensuite. Renuka raconte comment elle a commencé à aller dans des cafés, seule, sans téléphone, c'est la règle d'or, pas de téléphone, juste avec un carnet. Au début, elle se sentait nue. Elle avait l'impression que tout le monde la regardait et la jugeait. Elle sentait le regard imaginaire des autres brûler sur elle. Regardez cette fille, elle est toute seule, la pauvre. Mais en restant assise là, en résistant à l'envie de fuir, elle a réalisé quelque chose de fou. Personne ne la regardait. Les gens sont bien trop obsédés par leur propre vie pour se soucier de la vôtre. Cette réalisation l'a libérée. C'est là qu'elle a compris que la solitude est le laboratoire de la créativité et de la confiance en soi. Quand vous êtes seul et que vous devez prendre une décision, même petite, comme choisir un plat ou décider quelle rue prendre pour rentrer, vous musclez votre confiance. Vous n'avez personne à qui demander « tu en penses quoi ?» Vous devez vous faire confiance. C'est dans ces petits moments de silence que vous entendez enfin votre intuition. Vous savez, cette petite voix qu'on étouffe constamment sous le brouhaha des avis des autres. Elle ne peut crier, elle ne peut que chuchoter. Et pour l'entendre, il faut couper le son extérieur. Le livre nous pousse à voir la solitude non pas comme une punition, mais comme un luxe. C'est un temps VIP que vous vous accordez. C'est dingue quand on réalise à quel point on traite mal la personne avec qui on passe 100% de notre temps, nous-mêmes. Si vous parliez à vos amis comme vous vous parlez à vous-même dans votre tête, vous n'auriez plus d'amis. Si vous négligiez votre partenaire comme vous négligez vos propres besoins, vous seriez célibataire. Renuka nous force à nous poser cette question, est-ce que je suis une personne avec qui j'aimerais passer du temps? Si la réponse est bof ou non, je m'ennuie trop, alors vous avez un gros chantier devant vous. Et ce chantier commence par arrêter de consommer et commencer à créer. Quand on est seul et qu'on s'ennuie, le réflexe est de consommer du contenu. On regarde la vie des autres. L'idée ici est de basculer en mode création, écrire, dessiner, penser, planifier, rêver, transformer ce temps mort en temps fertile. C'est la différence entre pourrir et mûrir. La solitude vous fait mûrir, l'isolement numérique vous fait pourrir. Et pour vraiment comprendre comment mettre ça en place sans devenir fou, il faut s'attaquer à la pratique la plus concrète du livre, celle qui va littéralement restructurer vos journées, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, comment on structure concrètement cette solitude pour qu'elle ne devienne pas déprimante? C'est ici qu'intervient la troisième grande idée, celle qui transforme le temps vide en or pur, le passage du mode consommateur au mode créateur. Renuka Gavrani est très claire là-dessus. Si vous utilisez votre solitude uniquement pour consommer, regarder des séries, scroller, lire sans fin, écouter de la musique, vous n'êtes pas vraiment seul. Vous êtes juste passif en présence d'autres voix. La vraie magie opère quand vous coupez les entrées pour activer les sorties. C'est ce qu'elle appelle le nettoyage mental. Vous voyez, notre cerveau est comme un navigateur Internet avec 50 onglets ouverts en permanence. La musique de fond, les soucis du boulot, la remarque de votre mère la semaine dernière, tout ça tourne en arrière-plan et bouffe votre mémoire vive. Résultat, vous ramez, vous êtes fatigué sans rien faire. L'action la plus puissante du livre, c'est l'écriture. Mais attention, je ne parle pas d'écrire un roman ou de faire de la belle littérature. Je parle d'écriture vomitive. C'est un terme un peu graphique, mais c'est exactement ça. Prenez un carnet et un stylo, pas un ordinateur, le geste physique est important et videz votre cache. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête sans vous relire, sans corriger les fautes, sans filtre. Je me sens moche aujourd'hui, j'ai peur de rater mon examen, je déteste la façon dont mon collègue mâche son chewing-gum. Tout doit sortir. Pourquoi? Parce que tant que ces pensées restent dans votre tête, elles sont floues, énormes et effrayantes. Dès que vous les mettez sur papier, elles deviennent finies, gérables et souvent un peu ridicules.
c'est le seul moyen de fermer les onglets du navigateur. Renuka explique que c'est dans ce silence, une fois le bruit évacué, que vous pouvez enfin entendre vos propres idées. C'est là que naissent les projets de vie, les rêves oubliés, les solutions aux problèmes insolubles. La solitude devient alors un atelier de production, pas une cellule de prison. Il y a un autre aspect vital dans cette pratique, c'est la redéfinition de l'amour-propre. On voit partout sur les réseaux sociaux que s'aimer soi-même, c'est prendre des bains moussants et s'acheter des cadeaux. C'est mignon, mais c'est superficiel. Dans le livre, l'amour-propre est défini comme une discipline. S'aimer, c'est tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. Vous savez, quand vous dites « demain, je me lève tôt pour faire du sport » et que vous ne le faites pas, vous brisez la confiance avec vous-même. Vous vous envoyez le message « je ne suis pas fiable ». Et c'est dévastateur pour l'estime de soi. La solitude est le terrain d'entraînement idéal pour réparer ça. Personne ne vous regarde, personne ne vous applaudit, c'est juste vous et votre parole. Si vous dites que vous allez lire 10 pages et que vous le faites, vous gagnez un point de respect envers vous-même. C'est comme ça qu'on construit une colonne vertébrale solide. C'est ça, la vraie liberté d'être seul, ne plus avoir besoin de l'applaudissement des autres pour savoir qu'on vaut quelque chose, parce qu'on a nos propres preuves accumulées dans l'ombre. C'est fou quand on y pense, mais on passe notre vie à essayer de trouver la bonne personne. On cherche l'âme sœur, le partenaire idéal, le meilleur ami parfait. Mais la réalité mathématique, c'est que la seule personne qui sera avec vous à chaque seconde de votre existence, de votre premier cri à votre dernier souffle, c'est vous. Vous êtes le seul témoin constant de votre vie. Alors, pourquoi être en guerre avec cette personne? Pourquoi être si dur, si critique, si méchant avec ce compagnon de route? The Art of Being Alone nous invite à signer un traité de paix avec nous-mêmes, à devenir notre propre meilleur ami. Parce que le jour où la vie vous mettra à genoux, et elle le fera si vous n'avez pas construit cette amitié intérieure, vous serez vraiment seul. Mais si vous avez appris à aimer votre propre compagnie, vous serez invincible. Vous pourrez traverser les ruptures, les échecs et les deuils, parce que vous saurez que, quoi qu'il arrive, vous avez votre propre danse. Au final, la philosophie de ce livre tient en une phrase simple mais percutante: la solitude n'est pas l'absence de compagnie, c'est le moment où vous vous retrouvez enfin. C'est l'opportunité de devenir la personne que vous cherchiez désespérément chez les autres. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez seul un soir, ne sautez pas sur votre téléphone, restez là, respirez, accueillez le silence, et commencez cette conversation fascinante avec la personne la plus intéressante que vous connaîtrez jamais vous-même. Si vous voulez explorer ces concepts plus en profondeur et découvrir les exercices pratiques que Renuka propose pour apprivoiser cette solitude, je vous ai mis le lien vers le livre juste en dessous dans la description. C'est une lecture rapide, mais qui peut vraiment changer votre rapport à vous-même. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, apprenez à kiffer votre propre compagnie, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.